Bonjour, Olivier Rogeau, je suis infectiologue au Centre hospitalier Métropole Savoie et nous allons parler des épidémies, plus particulièrement de l'épidémie de la Covid-19 en cours actuellement et essayer de voir comment cette épidémie se place dans l'histoire des épidémies dans le monde et aussi également, y a-t-il eu des exemples un peu similaires en Savoie sur lequel on pourrait un petit peu approfondir et voir la manière dont les gens ont réagi. Donc, nous allons aborder d'abord, je partage l'écran. Donc, l'épidémie de Covid-19 est apparue récemment et on peut se poser d'abord la question, est-ce que réellement la Covid-19 est une épidémie ou une pandémie? Les définitions d'une épidémie ou d'une pandémie sont pour une épidémie, une augmentation rapide de cas d'une maladie dans un lieu donné et à un moment donné. C'est l'exemple, par exemple, des épidémies de grippe qui surviennent chaque hiver. Ce qui est important, c'est le lieu et surtout l'augmentation du nombre de cas qui s'applique clairement pour cette nouvelle maladie qu'est la Covid-19. On va parler de pandémie quand c'est une épidémie qui, en plus, va s'étendre sur l'ensemble de la planète et qui va toucher une partie particulièrement importante de la population mondiale, ce qui là aussi est le cas pour cette nouvelle maladie qui, je le rappelle, est apparue à partir du mois de janvier en Chine et qui progressivement a augmenté. Et vous voyez que quand on regarde le nombre de cas, la ligne reste complètement vers le haut progressivement et on est au 5 décembre à plus de 65 millions de cas. Et également, et ce qui fait toute la gravité de cette maladie, vous voyez cette courbe rectiligne là aussi de la progression de la mortalité, puisque aujourd'hui nous en sommes à plus de 1,5 million de décès. Quand on regarde l'évolution cartographique et du nombre de cas, on a commencé à en parler, vous vous rappelez, à partir du mois de janvier 2020. Et vous voyez qu'à la date du 28 janvier, l'épidémie était uniquement centrée en Chine, dans la région de Wuhan en particulier, mais également d'autres régions de Chine, et quelques cas qui avaient essaimé à partir de ces cas chinois, avec quelques cas en Europe, quelques cas aux États-Unis. À l'époque, on se disait, on va confiner la Chine, tout va rester calme et on va rester relativement épargné dans nos pays, à condition d'arriver à détecter peu à peu les cas. Le problème, c'est que ça n'a pas pu être le cas et que l'épidémie a progressé rapidement. Au mois de mai, on en était à 5 millions de cas et 346 000 décès, là où, je le rappelle, au mois de janvier, on était simplement à 6 000 cas et 132 décès. Donc à l'époque, on ne savait pas du tout comment allait progresser cette épidémie et vous voyez que progressivement, les chiffres restent toujours aussi inquiétants. Au 4 octobre, on était à 34 millions de cas et 1 million de décès. Et les derniers chiffres, au 5 décembre 2020, nous en sommes à 66 millions de cas. Alors, les nombres de cas, il faut toujours le prendre avec prudence, car il faut pour ça arriver à pouvoir repérer les cas et avoir des tests de dépistage. Mais surtout, le plus inquiétant reste la mortalité, avec actuellement une progression toujours avec 1,5 million de décès, principalement dans les pays les plus touchés, qui sont les États-Unis, l'Europe, mais également le Brésil et l'Inde. Quand on regarde la répartition de la mortalité à partir du début de cette épidémie, vous savez qu'on a parlé de vagues et qu'il y a également un caractère saisonnier qui peut jouer. Au début, donc, c'était uniquement la Chine, et puis progressivement, ça s'est répandu en Europe et aux États-Unis lors de la première vague au mois de mars, avril, avec une mortalité très importante, donc à la fois en France, en Europe et aux États-Unis. Et puis pendant cet été, c'était essentiellement plus des pays de l'hémisphère sud, en particulier le Brésil, le reste de l'Amérique latine, le Mexique, l'Inde qui a été fortement touchée également. Et puis
actuellement, avec la deuxième vague, l'Europe, à nouveau, est très touchée, vous voyez, au niveau mortalité. Les États-Unis, l'épidémie ne s'est jamais éteinte et reprogresse actuellement un peu plus. Par contre, des pays comme le Brésil ou le reste de l'Amérique latine, peut-être pour des raisons saisonnières, sont actuellement moins touchés. Clairement, tous les pays européens ont été touchés par une deuxième vague depuis le mois de septembre. Vous avez ici quelques pays européens qui ont été fortement touchés. Ça, c'est la Belgique. La France est ici. Tous les pays ont eu des chiffres en nette progression et ont décidé tous de prendre des mesures restrictives de confinement, variables selon les pays, mais aucun pays n'a pas pris de mesures pour essayer de diminuer le nombre de cas. Et vous voyez que grâce à ce confinement, progressivement, les cas rebaissent. Donc ces chiffres ne datent que s'arrêtent au 10 novembre, mais depuis, bien sûr, le confinement a eu un effet intéressant sur l'ensemble des pays. Si on prend l'exemple en parallèle à la France, un pays comme l'Irlande, qui est cette courbe-là violette, vous voyez qu'ils ont confiné un petit peu avant nous avec des chiffres qui étaient un peu plus bas et que le confinement à l'irlandaise, qui est à peu près celui qu'on a, nous, en France, a très bien marché avec une nette diminution du nombre de cas. Donc en France, vous voyez ici cette première vague d'hospitalisation, d'admission en réanimation et de décès qui a été extrêmement importante donc, sur le mois de mars, avril, mai. La période estivale a été calme. On avait beaucoup moins d'hospitalisations, pratiquement plus. Et puis, vous savez tous que cette deuxième vague est apparue et a été ici donc extrêmement importante également, mais variable selon les régions. On va le revoir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, auquel on appartient et qui a été particulièrement touchée. Donc, si on regarde les chiffres en valeur absolue, on pourrait dire que cette deuxième vague est plus large, mais un petit peu moins haute. Vous voyez que cette première vague a été très haute, mais très étroite. Ici, on est dans une vague un petit peu plus large, avec également des impacts qui sont majeurs. Et c'est ça qui a abouti donc à nouveau à faire du confinement. Quand on parle d'une maladie infectieuse, on parle du taux de reproduction de la maladie qui s'appelle le R0. Dans cette maladie, on va y revenir, il est globalement de 3 si on ne fait rien. Lors du premier confinement, on a eu un effet assez spectaculaire puisque grâce au confinement du mois de mars-avril, le R0 est passé à 0,6, donc ici, mais vous voyez que progressivement pendant l'été, le R0 est remonté pour atteindre 1,5, 1,6, malgré les mesures barrières qui étaient préconisées. Et on voit que depuis le nouveau confinement, donc à partir de fin octobre, à nouveau, le R0 est en train de baisser pour être actuellement autour de 0,8, 0,7, ce qui permet d'éteindre progressivement le nombre de cas sans le ramener à zéro, puisqu'il y a moins de nouveaux cas que de cas positifs, et c'est ça qu'on recherche quand on fait un confinement. Donc, les chiffres sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez qu'il y a eu vraiment une vague importante qui est partie à partir du mois de début octobre, et qui est progressivement monté haut et qui est actuellement en train de redescendre, avec actuellement les deux départements les plus touchés, qui sont la Savoie et la Haute-Savoie, qui sont actuellement en train de redescendre, mais avec des taux d'incidence qui restent encore supérieurs à 200 pour 100 000 par semaine, ce qui reste une valeur élevée, puisqu'on considère qu'on se met en alerte en France à partir du moment où on a un taux d'incidence à 50 pour 100 000 et qu'on est en alerte renforcée maximale à partir du moment où on est à 150. Donc, la partie s'améliore avec le confinement, mais est loin d'être gagnée. Cette deuxième vague a eu un impact en Auvergne-Rhône-Alpes qui était vraiment l'épicentre majeur de cette épidémie. Vous voyez, par rapport aux chiffres de tout à l'heure, beaucoup plus important dans la deuxième vague, quand on regarde le nombre d'hospitalisations de la première vague et ici de la deuxième vague, avec actuellement, grâce à l'effet du confinement, des hospitalisations qui sont progressivement à la baisse sur le nombre de patients actuellement hospitalisés. Mais vous voyez qu'encore le 3 décembre, 278 nouveaux patients avaient été hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes. Si on regarde la réanimation, c'est pareil, il y a eu une première vague ici qui était relativement importante mais étroite, et ici une deuxième vague qu'on a vu monter et qui reste extrêmement encore
importantes qui saturent les services de réanimation et qui ont obligé à augmenter et à multiplier par 2 pratiquement le nombre de lits de réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes. Si on prend l'exemple de Chambéry, on est passé de 20 à 40 lits de réanimation en une semaine au moment de l'apparition de cette deuxième vague pour pouvoir faire face à l'épidémie. Et malgré ça, malgré cette augmentation, Chambéry et la Savoie donc, a été touchée fortement, a été obligé d'évacuer 23 patients vers d'autres régions pour arriver à ne pas saturer complètement son service de réanimation et pouvoir faire face à cette deuxième vague qui a été particulièrement préoccupante chez nous. Si on regarde la mortalité, ça c'est intéressant également à regarder. On voit que dans les mortalités toutes causes qui est calculée par Santé publique France, on a une surmortalité régulière liée aux épidémies de grippe et qui fait parfois sortir un petit peu de la mortalité habituelle qui est représentée ici. Là, au niveau de la France, on a cette première vague qui apparaît ici, qui a entraîné une surmortalité très importante, et ici la deuxième vague au niveau national. Si on compare avec Auvergne-Rhône-Alpes, l'épidémie a été beaucoup plus importante lors de la deuxième vague. Ici, on a une première vague avec une surmortalité, mais qui n'était pas extrêmement importante. Et ici, vous voyez la surmortalité de la deuxième vague qui a été beaucoup plus importante en Auvergne-Rhône-Alpes et également dans nos départements Savoie, Haute-Savoie. Là, c'est la mortalité donc représentée en Auvergne-Rhône-Alpes, première vague, et deuxième vague avec une surmortalité extrêmement significative. Donc, si on se résume, cette épidémie qui est toujours en cours a des impacts majeurs sur le plan hospitalisation, sur le plan mortalité et sur le plan vie sociale. Quelques rappels sur ce coronavirus SARS-CoV-2, appelé également Covid-19. Son incubation, en moyenne, elle est de 5,2 jours, avec des extrêmes qui vont de 2 jours, donc une incubation chez certains qui peut être très courte, et une incubation qui peut aller jusqu'à 14 jours. Donc, incubation moyenne, moins d'une semaine habituellement. Deuxièmement, la transmission, elle est interhumaine et exclusivement interhumaine. Quelques rappels sur cette transmission. La transmission, elle se fait essentiellement par les gouttelettes, donc par les postillons, qui ont des diamètres supérieurs à 5 microns et éventuellement parfois par aérosol de particules qui, elles, peuvent avoir des diamètres un petit peu plus faibles. De l'intérêt, on va y revenir, du port du masque pour prévenir la transmission et également éviter soi-même d'attraper ce virus. Le virus, derrière, il va aller coloniser les voies aériennes supérieures, il va aller créer l'infection et la personne suivante contaminée va pouvoir à nouveau transmettre. On a beaucoup parlé au début de la transmission par les surfaces infectées, les surfaces inertes. Clairement, le virus peut survivre sur des surfaces inertes pendant plusieurs heures, voire parfois plusieurs jours. Donc, la désinfection des surfaces est importante, mais l'impact de ces surfaces inertes dans la contamination apparaît faible. Donc, vraiment, la transmission, elle est essentiellement par voie gouttelette. Elle est également par les mains souillées, de l'intérêt d'avoir le lavage des mains et les solutions hydroalcooliques. Mais la transmission par les surfaces n'est pas à dramatiser et ne joue pas un rôle important. On a également, et en particulier nous, quand on prend en charge des malades hospitalisés, une transmission qui peut se faire par les muqueuses de l'œil. Et quand on soigne un patient qui a en particulier des hauts débits d'oxygène, on va mettre des lunettes de protection pour éviter également la transmission. On parle un petit peu des transmissions de ce virus aux animaux qui peuvent être contaminés, en particulier le vison, le chat, le chien, le furet. Il n'y a eu aucun cas de transmission entre animaux infectés et humains. Donc, du coup, ça n'est là aussi, pour l'instant, pas un risque effectif. Clairement, le facteur de risque le plus important pour se contaminer, c'est être à proximité d'une personne, à moins de 2 mètres, avec un temps qui va être variable, mais si on n'est que quelques secondes à proximité très proche, moins de 50 cm, la transmission peut se faire très vite. La durée de contact va quand même intervenir et surtout le fait d'être en milieu confiné, en milieu intérieur.
il est évident qu'être en milieu extérieur est moins à risque, et également aérer régulièrement les pièces avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le mode de transmission par les gouttelettes qui peuvent rester en suspension dans l'air pendant quelques minutes, voire quelques heures. Aérer régulièrement les pièces est fondamental. La transmission, et c'est ça le piège de cette maladie, se fait avant l'apparition des symptômes, en sachant que certaines personnes vont en plus rester asymptomatiques. Et globalement, on va transmettre le virus 2 jours avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 7 jours en moyenne après l'apparition des symptômes. Du coup, cette courbe-là, qui est la courbe de quantité de virus, qui reflète également la contagiosité, est importante, ce qui veut dire que si on ne se protège que de gens qui auraient des symptômes, on va bien sûr s'exposer et on risque de attraper le virus de façon importante. Les personnes non symptomatiques, asymptomatiques ou pré-symptomatiques, avant que les symptômes apparaissent, sont contaminantes tout autant que les personnes symptomatiques. Donc cette période de contagiosité, elle est d'un maximum de 3 jours avant les symptômes, plutôt 2, et va durer au maximum jusqu'à 7, parfois un peu plus sur des maladies graves, mais en moyenne 4-5 jours après l'apparition des symptômes, déjà la quantité de virus diminue. Les enfants de moins de 10 ans, eux, se contaminent 2 fois moins, ils sont donc moins atteints et moins transmetteurs du coup, puisqu'ils sont moins touchés par cette infection. Et bien que le R0, qui est ce taux de transmission qui est compris entre 2 et 3, plutôt 3, le R0, ça veut dire qu'une personne contaminée, si on ne fait rien, va en contaminer 3. En faisant des mesures de restriction, vous avez vu tout à l'heure qu'on arrivait à baisser ce R0 de façon significative, en dessous de 1, ce qui permet d'éviter la progression de l'infection. Mais la transmission ne se résume pas à ce R0, c'est-à-dire qu'il y a clairement des gens qui sont peu contaminants et des gens très contaminants. Et on estime que 10% des patients infectés sont responsables de 80% des contaminations. C'est ce qu'on appelle les supercontaminateurs, qui vont être avec des quantités de virus importantes et dans des lieux qui vont être potentiellement à risque. Et du coup, dans ce cas-là, il va y avoir un risque de transmission extrêmement important avec ces gens-là qui vont transmettre le virus à beaucoup de personnes. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Mulhouse lors de la contamination lors du congrès des églises évangéliques, où on a eu un nombre de contaminations extrêmement important. Du coup, la prévention, elle reste les mesures barrières, les distances et le masque, qui reste le masque chirurgical ou le masque grand public, plutôt de norme AFNOR pour être bien protecteur. Et le masque FFP2, lui, n'est pas utilisé en routine. Il est utilisé uniquement en milieu de soins, à l'hôpital ou éventuellement en EHPAD, avec des manœuvres à risque d'aérosol, en particulier l'oxygène à haut débit, au masque à plus de 6 litres, ou éventuellement, bien sûr, en milieu de réanimation, où le risque est bien sûr plus important et où le masque FFP2 doit être porté. Mais globalement, dans la vie quotidienne, le masque simple est suffisant et le masque FFP2 n'est pas utile dans la vie quotidienne. Le gouvernement rappelle ces mesures qui sont à respecter, qui est, que vous connaissez tous par cœur, mais que je rappelle, de se laver régulièrement les mains, de tousser et éternuer dans son coude, de jeter le mouchoir, si on éternue dans un mouchoir, dans une poubelle, d'éviter de se toucher le visage, de garder les distances, d'éviter de serrer les mains, de porter le masque, de rester dans des lieux plutôt aérés régulièrement, éviter d'être trop nombreux, et c'est le dogme de 6 personnes lors de repas, par exemple, et d'utiliser les outils type Tous Anti-Covid si on est positif, pour que les autres personnes puissent savoir qu'ils ont été en contact avec un cas. Les symptômes de cette maladie sont relativement atypiques et peu spécifiques. Habituellement, dans la majorité des cas, il y a de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, et dans les cas graves, une atteinte pulmonaire qui va engendrer de la dyspnée. Mais on va avoir des tableaux beaucoup plus atypiques avec des gens qui ont très peu de symptômes, 38 de température, le nez qui coule un peu mal à la tête, voire des gens qui sont non symptomatiques. Et on considère que 40 à 50% des gens
qui ont cette infection vont être non symptomatiques. Donc, la forme classique, ça va être un début brutal, avec de la fièvre, une atteinte pulmonaire, des douleurs musculaires, des myalgies, des céphalées, parfois une perte du goût et de l'odorat, qu'on appelle l'anosmie et la gueusie, et parfois également des troubles digestifs. Donc ça, c'est un tableau relativement évocateur. Vous voyez sur cette diapositive qu'en fait, les présentations cliniques sont très, très variables. Je ne vais pas les détailler là, mais on a vraiment des tableaux qui peuvent être parfois beaucoup plus atypiques. Et en particulier, chez les plus de 80 ans, on va évoquer systématiquement, devant toute altération de l'état général, des chutes répétées, l'aggravation de troubles confusionnels, il faudra évoquer cette infection chez les personnes âgées. Toute la gravité de cette infection, elle est le poumon qui va entraîner des formes graves, qui vont entraîner des besoins en oxygène et qui vont entraîner éventuellement des besoins à la fois d'hospitalisation, voire de réanimation. Vous avez ici l'image d'un scanner pathologique. Tout ce qui est blanc ici au niveau des poumons est anormal. Le poumon normal, c'est ces petites zones noires qu'on voit. Et donc là, vous voyez que dans cette atteinte-là, elle est particulièrement sévère. On a plus de 60% du poumon qui est touché. Ça, c'est un malade qui est grave et qui va avoir besoin de réanimation. La radio va retrouver déjà des signes et le scanner va affiner cette atteinte pulmonaire. Dans des cas atypiques ou des cas graves, le scanner est utile, mais la radio pulmonaire donne déjà des signes déjà très intéressants. Est-ce que cette maladie est grave? Tout dépend de ce qu'on appelle grave. On est dans une mortalité globale qui est actuellement de 0,5%. Donc, c'est à la fois pas énorme si on compare avec une maladie comme Ebola qui va toucher, qui va tuer dans 30-40% des cas quand on l'attrape, mais 0,5%, vous avez vu tout à l'heure l'impact qu'il y a sur la mortalité, reste tout de même une mortalité très importante et globalement 10 fois supérieure à celle d'une grippe, par exemple, annuelle qui peut sévir. Donc 0,5%, ça veut dire aussi que tout le monde ne va pas mourir, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, on a des facteurs de risque de gens qui vont faire des formes plus graves et qui vont mourir. Premièrement, les hommes font des atteintes plus sévères et vont plus souvent en réanimation que les femmes, et donc risquent plus de mourir. Vous voyez que le sexe ratio en réanimation en France est de 2,7 des hommes par rapport aux femmes. Deuxième facteur de risque, vous le savez, je le rappelle, c'est l'âge. À partir du moment où on est à plus de 65 ans, on a des risques beaucoup plus importants de faire des formes sévères. Et au-delà de 80 ans, la mortalité est beaucoup plus importante. Quand on regarde la mortalité dans les hôpitaux français, vous voyez que en dessous de 60 ans, la mortalité existe. Donc, elle n'est pas nulle, mais elle est beaucoup plus faible que quand on est à 60, 70 et 80. Donc, au-delà de 80 ans, la mortalité va être beaucoup, beaucoup plus importante. Et des cas qui surviennent au-delà de 85-90 ans, la mortalité est de l'ordre de 20%. C'est ce qu'on a, hélas, quand les EHPAD sont touchés. Donc, premier facteur de risque, le fait d'être un homme. Deuxième facteur de risque, l'âge supérieur à 65 ans. Troisième facteur de risque, les comorbidités. Les comorbidités, ça veut dire, c'est pas forcément très lisible, mais vous voyez que dans les facteurs de risque, donc l'âge sort ici de façon beaucoup, beaucoup plus significative. C'est ce qu'on appelle le risque relatif. Vous voyez que supérieur à 80 ans, le risque relatif de mourir est de 11. Et on a également une surmortalité, mais plus faible, vous voyez, proportionnellement, quand on a une pathologie cardiaque chronique, une pathologie pulmonaire chronique, un diabète, une hypertension, une obésité, un cancer en cours de traitement ou une atteinte hépatique ou rénale. Donc, toutes ces pathologies sous-jacentes, c'est du bon sens, aggravent bien sûr le risque, mais le facteur de risque principal reste l'âge. Si on prend 100 patients infectés par le SARS-CoV-2, donc on va avoir, comme on l'a dit, 50% de gens qui n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes, environ 20% qui vont avoir besoin d'une hospitalisation, 5% qui vont avoir besoin d'aller en réanimation et 0,5% de décès avec, comme vous l'avez vu, une grosse disparité selon le terrain.
Y a-t-il un traitement antiviral? La réponse est non. On n'a actuellement aucun traitement, hélas, spécifique contre cette infection. Les seuls traitements, c'est la prise en charge en milieu hospitalier, l'oxygène qui va aider les gens quand ils ont une atteinte respiratoire et les manœuvres de réanimation qui vont également sauver beaucoup de gens. Et puis, un médicament a fait preuve de son efficacité pour baisser la mortalité, en particulier quand il y a une atteinte pulmonaire, c'est les corticoïdes qu'on donne à partir du moment où les gens ont besoin d'oxygène et ont une atteinte pulmonaire. Et on a avec ça une baisse de mortalité de l'ordre de 30%. Donc, c'est la nouveauté entre la première vague et la deuxième vague, mais aucun actuellement, par contre, traitement spécifique à administrer, mis à part les traitements symptomatiques pour la fièvre, la diarrhée, la déshydratation, la prise en charge nutritionnelle. Comment on fait le diagnostic de cette infection? Là aussi, c'est maintenant bien connu. Aujourd'hui, le diagnostic de référence, c'est faire un prélèvement rhinopharyngé postérieur. Vous avez ici le dessin, donc ce n'est pas un prélèvement nasal. On enfile un écouvillon jusqu'ici au rhinopharynx postérieur, où on vient buter et où on fait le prélèvement. Ça, c'est le prélèvement qui va nous permettre de faire soit la technique de référence qu'on appelle la PCR, qui est le prélèvement de référence, qui va se positiver potentiellement 2 jours avant le début des symptômes et jusqu'à 7 jours après. Et l'alternative, qui est maintenant beaucoup plus répandue et dont vous avez entendu parler, c'est les tests antigéniques. Les tests antigéniques, c'est le même prélèvement, mais une technique différente. La PCR, ça va être dans un laboratoire d'analyse médicale où la technique va être faite. Le test antigénique, ça va être un test qui va être fait en temps réel avec un résultat en 15 à 20 minutes. La sérologie n'a par contre aucun intérêt dans le diagnostic puisque c'est un diagnostic rétrospectif une fois que les anticorps apparaissent. Sur ce schéma, vous avez la représentation de tout ça. Donc, les symptômes apparaissent ici à partir du 5e jour en moyenne, bénin ou grave, en sachant que la maladie s'aggrave au niveau pulmonaire à partir en général du 7e jour des symptômes. C'est pour ça qu'ici, vous voyez grave, c'est-à-dire que les gens peuvent être avec des signes pas graves au départ et s'aggraver à partir du 7e jour de l'infection symptomatique, hein, donc à partir du 14e jour, où l'atteinte pulmonaire peut s'aggraver. La contagiosité, vous voyez qu'elle est là, hein, donc entre 2 jours avant l'apparition des symptômes et globalement 7 jours après l'apparition des symptômes. Et ici, vous avez les représentations des tests. Donc, le test antigénique, il va être positif, surtout chez des gens qui ont des symptômes depuis moins de 4 jours, où la rentabilité va être excellente. La PCR, elle, va être un petit peu plus large dans sa durée de positivité et va aller jusqu'à une quinzaine de jours après l'apparition des symptômes. Donc, le test antigénique est très intéressant si on le fait tôt après l'apparition des symptômes et il est par contre rattrapé par la PCR pour les formes où on va évoquer le diagnostic de façon un peu plus tardive. Pour des patients qui ont besoin d'être hospitalisés et qui rentrent souvent dans cette période-là, nous, à l'hôpital, c'est toujours la PCR qui est effectuée. Le test antigénique peut aussi être intéressant pour les sujets contacts, puisqu'actuellement, il est préconisé pour diagnostiquer l'infection chez des gens qui ont été contacts d'un cas positif. Les contacts sont dépistés, je le rappelle, 7 jours après le contact, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'incubation était autour de 5 à 7 jours. Donc, c'est la bonne période, en faisant bien sûr un test, si les gens développent des symptômes avant. Et puis, la sérologie, vous voyez ici, se positive, elle, à partir du 15e jour et parfois un peu plus tard. Et donc, ça va être un diagnostic rétrospectif. Alors, là-dessus, comment on peut s'en sortir? On a donc peu de traitements spécifiques, on continue à avoir des transmissions, on a des bons outils diagnostiques, des bons outils de prévention avec le masque. Et la nouveauté, c'est le vaccin, dont on parle de plus en plus, qui devrait être disponible en France à partir du mois de janvier 2021. C'est un exploit technique puisqu'on n'a jamais réussi aussi vite entre l'apparition d'une nouvelle maladie et la mise au point d'un vaccin. C'est allé extrêmement vite et c'est une bonne nouvelle. On sait que cette maladie va faire fabriquer des anticorps qu'on appelle des anticorps neutralisants et qui vont être efficaces pour prévenir la maladie et la gravité de la maladie.
Donc ça, c'est l'objectif principal donc, du vaccin, qui va être de prévenir la gravité de la maladie. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si le vaccin va par contre jouer pour prévenir la transmission, c'est-à-dire que dans un premier temps, on est sûr aujourd'hui que le vaccin va prévenir la maladie et la maladie grave. Par contre, on n'est pas encore certain qu'il va éviter le portage du virus au niveau rhinopharyngé et donc que les gens vaccinés ne seront pas contagieux s'ils sont en contact avec le virus. Ça, l'avenir va nous le dire et ça serait bien sûr une excellente nouvelle si on arrive à jouer également sur la transmission. Donc aujourd'hui, le virus peut être prévenu par le vaccin. Des essais multiples sont faits actuellement avec de très, très nombreux vaccins. Il y en a plus de 100 actuellement à l'étude, avec des vaccins classiques, inactivés, des vivants atténués, et puis des vecteurs viraux. C'est le virus, c'est la technique utilisée pour le 3e vaccin actuellement qui devrait être disponible d'AstraZeneca. Et puis, on a également des vaccins avec une nouvelle modalité de fabrication, on appelle les vaccins ARN, où je représente ici le schéma donc, de présentation de comment ça fonctionne. En fait, on connaît le code génétique ARN pour faire fabriquer les protéines d'enveloppe de spicule qu'on appelle S, spike, du virus. Et en fait, on va injecter de l'ARN qui va faire fabriquer, qui va rentrer dans les cellules, qui va être enveloppé dans des lipides et qui va faire produire ces protéines de spicules du coronavirus. Et ces spicules sont celles qui font fabriquer les anticorps neutralisants qu'on recherche à faire fabriquer pour protéger les gens. Donc, du coup, on va fabriquer ces anticorps grâce à cet ARN messager qui va faire fabriquer ces anticorps indirectement en faisant fabriquer d'abord la protéine, mais pas du virus complet, bien sûr, infectieux. Et si le patient se retrouve en contact avec le coronavirus, il sera protégé et donc il n'y aura pas de risque de contamination. C'est tout l'objectif de ce virus et de ce vaccin, pardon, en sachant que dans les études qu'on a actuellement, il est efficace en 2 doses pour ce virus à ARN dans plus de 90% des cas. Et actuellement, on est en train donc de prioriser avec des recommandations de la Haute Autorité de Santé, en priorisant pour les gens qui risquent de faire des formes graves ou pour des gens qui sont fortement exposés au virus, c'est-à-dire le personnel soignant en particulier. Et donc, ce qui vient d'être décidé, de vacciner en priorité les résidents des EHPAD qui sont les plus lourdement touchés dans la gravité et la mortalité, et les gens qui travaillent dans les EHPAD qui vont être vaccinés à partir du mois de janvier 2021, si tout va bien. Et puis derrière, il y aura un ordre de priorité en sachant que ce vaccin devra être fait bien sûr avec un consentement et ne sera pas obligatoire. Donc en conclusion, sur cette première partie, le Covid-19, la 2e vague est en cours. Ça a eu un impact et ça a toujours un impact majeur sur notre société. Et on est aujourd'hui dans des phases de réflexion sur comment on va déconfiner progressivement, mais sans relâcher bien sûr les mesures barrières pour garder un R0 en dessous de 1 pour éviter que l'épidémie reparte, et des stratégies de vaccination qui sont en cours de définition. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors comment ça se place dans l'histoire des épidémies qu'a connue la planète depuis maintenant de très nombreuses années? Vous avez ici un tableau qui représente la peste et l'épidémie de peste à Marseille au XVIIe siècle, qui avait à l'époque tué beaucoup de monde, comme c'est représenté sur ce tableau, et où la mortalité, on va le revoir, était très importante. Donc, si on regarde l'histoire des épidémies et de la mortalité, la peste est vraiment le symbole de ce qui a tué le plus, en particulier la peste noire dans les années 1347-1351, qui a tué en Europe à peu près la moitié de la population européenne, ce qui était à l'époque extrêmement élevé. Donc un chiffre entre 75 et 200 millions de morts à l'époque. C'était énorme, donc c'était lié à cette peste. Une autre épidémie qui a tué beaucoup, c'est la variole.
Et puis après, il y a eu d'autres épidémies de peste, il y a eu le choléra, et puis on va y revenir plus récemment, la grippe espagnole, après la Première Guerre mondiale, avec une forte mortalité, et puis depuis quelques épidémies de grippe, et puis plus récemment le sida. Quand on regarde l'histoire de l'humanité à travers les épidémies, on voit qu'il y a eu un fort impact de la mortalité via la peste, hein, donc la peste noire en particulier, puis la variole, et puis après, au fil du temps, plutôt la grippe et le sida plus récemment. Si on regarde la mortalité provoquée par ces différentes pandémies ou épidémies, on voit que le tueur numéro 1 reste la peste avec 200 millions de morts. Derrière la variole, pour lequel on a maintenant un vaccin, qui est une maladie qui est éradiquée sur la planète et qui avait à l'époque au total tué 56 millions de personnes, ce qui est énorme. La grippe espagnole, vous voyez, a tué 40 à 50 millions de personnes donc au XXe siècle. La peste de Justinien, elle qui était beaucoup plus ancienne, avait tué aussi beaucoup de gens. Et puis le sida, qui est une épidémie, mais qui évolue, elle, sur de nombreuses années, hein, entre 80 et aujourd'hui, a tué 35 millions de personnes. Et si on regarde maintenant où se situe la pathologie Covid-19, vous voyez que c'est encore une épidémie en cours. On ne sait pas exactement combien il y aura de morts à l'arrivée, mais ça a déjà tué 1,5 million de personnes, ce qui veut dire qu'elle se situe déjà ici et qu'elle est bien dans les 10 épidémies qui auront tué le plus au niveau de notre planète. Donc clairement, ça reste une maladie extrêmement grave et extrêmement mortelle. Alors, la mortalité par épidémie, c'est une surmortalité brutale sur un fond de mortalité habituelle que tous les pays connaissent, en particulier via les maladies infectieuses. Et par définition, c'est un problème émergent et non prévisible. On ne sait pas que cette épidémie va arriver. On sait qu'elle peut arriver à tout moment. On s'y préparait en particulier pour la grippe. Mais on ne s'attendait pas à avoir une épidémie avec le coronavirus aussi grave ces dernières années. Un autre modèle aussi auquel on se prépare régulièrement est une maladie comme Ebola, dont on parle régulièrement. Je vous ai mis l'affiche de ce film Contagion, qui était un film qui était tout à fait prémonitoire de la manière dont un virus respiratoire assez proche du Covid-19 s'était répandu sur la planète et dont d'ailleurs la sortie de cette épidémie s'était faite par la vaccination. C'est un film qui est assez intéressant à revoir dans le contexte actuel qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas oublier que, outre ces épidémies ou ces pandémies, on a toujours aussi une mortalité, mais là, chaque année, liée aux maladies infectieuses, qui reste le premier tueur de la planète. Et je vous ai remis ces chiffres qui ne sont pas toujours très bien connus. Les infections pulmonaires tuent encore 3 millions de personnes chaque année sur la planète. Les diarrhées, 1,4 million. Le VIH, 1 million de morts encore chaque année malgré le traitement. La tuberculose, représentée ici sur ce tableau, qui est une maladie qui provoque une infection du poumon et qui va tuer à bas bruit si on ne traite pas, alors qu'on a des traitements efficaces potentiels, va tuer 1,3 million de personnes chaque année encore. Le paludisme, on fait des progrès, on est encore à 400 000 morts par an, on a maintenant des traitements plus accessibles, mais ça reste comme une mortalité importante. Et la grippe, elle, continue à tuer aussi chaque année. Les chiffres sont variables selon la gravité de l'épidémie, mais sur la planète, on a encore 400 000 morts chaque année liées à la grippe. Donc, il ne faut pas oublier que les maladies infectieuses, ça continue à tuer chaque année, avec parfois, et il faut le rappeler, des morts qui sont évitables. C'est-à-dire que mourir de la diarrhée, du paludisme, de la tuberculose ou du sida sont des maladies qu'on peut, si les gens ont accès aux soins sur la planète, prévenir. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a encore 20 000 morts chaque jour liées à ces maladies évitables, infectieuses sur la planète, avec bien sûr une inégalité selon là où on vit, l'accès aux soins est parfois génétique. En France, la mortalité liée aux maladies infectieuses est plus basse. Au total, on a 5 à 10% de la mortalité qui est liée aux maladies infectieuses. Alors, les épidémies, le problème, outre la mortalité qu'on a vue, hein, qui est bien sûr ce qui fait toute la gravité, la deuxième gravité, c'est l'impact sanitaire. Cet impact sanitaire, il était relativement réduit
jusqu'au XXe siècle, où les hôpitaux étaient peu développés, il n'y avait pas de réanimation, et globalement, les gens restaient chez eux ou allaient dans des hôpitaux sur lesquels les soins étaient peu développés. Mais à partir du XXe siècle, et en particulier à partir de la grippe espagnole, il y a eu un impact sur les systèmes sanitaires et les hôpitaux très important. Vous avez ici deux images qui datent de la grippe espagnole, qui représentent ces énormes gymnases qui avaient été aménagés en hôpital pour faire face à cette maladie. Et vous voyez que là, les mesures de transmission, par contre, interhumaines, n'étaient pas forcément très, très bien prévenues. Un peu mieux, là, avec les mesures, les paravents qui avaient été mis là. Et par rapport à la pathologie Covid-19, ça a été vraiment l'objectif sanitaire, a été vraiment au premier plan, puisque l'idée du confinement a été certes d'éviter des morts, mais aussi d'éviter le débordement hospitalier et de la réanimation. C'était ces courbes qui avaient été présentées lors de la première vague, qui étaient la capacité, le nombre de malades qui devaient aller en réanimation. Si on ne faisait rien et qui allait monter complètement au-delà des capacités de prendre en charge des malades en réanimation, ça c'est la capacité normale de réanimation en France. Et on a doublé par 2 à peu près le nombre de lits de réanimation, ce qui a permis lors de la première vague de passer le cap et que tous les malades qui devaient aller en réanimation puissent être pris en charge. Pour la deuxième vague, le schéma a également été le même. Et ça, c'est la modélisation de l'impact des confinements. Quand on a une vague, on va confiner, on va baisser, mais on a toujours dit, il a toujours été écrit que après une première vague peut survenir une deuxième, une troisième, une quatrième vague de hauteur variable à partir du moment où les mesures barrières sont moins respectées, que le virus recircule et que dans ces cas-là, il faudrait reconfiner. Et c'est ce qui a été nécessaire en France avec cette arrivée d'une deuxième vague qui a entraîné à nouveau un confinement pour pouvoir faire face et éviter le débordement du système hospitalier de la réanimation et aussi, bien sûr, à l'arrivée, prévenir un maximum de morts. Donc, on a la mortalité, on a le système sanitaire, mais on a aussi tout cet impact social des épidémies. On en a largement parlé, impact via le confinement, impact économique, le couvre-feu et tout cet équilibre qu'il faut trouver entre le maintien de l'économie et le sanitaire, avec, pour cette pathologie, et pour la première fois à l'échelon mondial, puisque vraiment on est arrivé à un moment où plus de la moitié de l'humanité était confinée, des décisions où le sanitaire est à privilégier de façon dominante par rapport à l'économie et par rapport à la vie sociale. Mais c'est sûr qu'il y a un tiraillement permanent représenté sur ce dessin de Plantu entre sauvegarder le système économique et sauvegarder le système hospitalier et arriver à soigner correctement les malades pour qu'on ne soit pas obligé de faire des choix par rapport à des malades qui doivent rentrer à l'hôpital ou qui doivent aller en réanimation. Et puis, autour des épidémies, il y a eu de tout temps un poids social et des représentations et l'exclusion sociale derrière qui a toujours été très, très importante. Si vous regardez une maladie comme la lèpre dans les années au premier siècle de notre ère, la lèpre était une maladie, alors qu'elle est très peu transmissible, qui entraînait des mises à l'écart avec des léproseries et des gens qui ne pouvaient pas entrer dans les villes. La peste a bien sûr entraîné, là aussi, quand on lit des livres autour de ça, des mesures barrières, des confinements, des fermetures de villes ou de pays très importantes. Et le terme pestiféré veut bien dire ce qu'il veut dire. Il est mis à l'écart et on ne veut pas le voir. Ça a été pareil pour le choléra et les grandes épidémies de choléra qui ont été importantes, y compris en France. Si vous lisez un livre comme Le Hussard sur le toit de Giono, c'est bien raconté cette épidémie de choléra qui était partie de Marseille et qui tuait des centaines ou des milliers de personnes sur son passage, et avec toutes ces mesures barrières où on craignait l'étranger, qu'on ne voulait pas faire rentrer. La syphilis a également marqué les civilisations, la tuberculose, avec les sanatoriums, les mises à l'écart des gens pour éviter la transmission. Et si on regarde plus récemment, le sida, qui a eu un poids social et de regard du malade, qui n'est toujours pas réglé et où on a toujours peur de l'étranger, du malade
de peur qu'ils nous transmettent le virus, alors que, en respectant un certain nombre de précautions, bien sûr, ce virus ne se transmettait pas. Et Ebola a également fait très très peur à juste titre, mais pour l'instant, heureusement, ne s'est jamais répandu à très très large échelle, puisque là, c'est vraiment fait partie des maladies qu'on craint avec des mortalités de l'ordre de 40% quand les gens sont touchés. Et puis autour de ces épidémies, et là-dessus je fais à nouveau appel à ce film Contagion qui était bien fait, on a aussi toutes les fake news, les fausses informations, trouver le coupable, qui est toujours l'autre, hein, bien sûr, et sur lequel il y a beaucoup de messages qui sont transmis, en sachant que, comme dans toute maladie nouvelle, il faut qu'on arrive à recueillir de la connaissance autour de la maladie, et ça prend du temps. Et j'ai repris cette phrase d'Aristote, l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit, ce qui veut dire que devant toute nouvelle maladie, il faut se donner un peu de temps, il faut recueillir des éléments scientifiques valables et de là dégager la bonne solution et surtout pas se précipiter en mettant des médicaments qui parfois ne servent absolument à rien ou peuvent être dangereux, tout ça pour pouvoir vouloir faire quelque chose trop vite sans preuve scientifique. Alors, est-ce que pour la Savoie, c'est une première de vivre des épidémies comme ça? Je vous ai remis là le dépliant qui a été fait conjointement avec la mairie de Chambéry pour dire qu'il faut continuer à lutter contre cette pandémie qui est toujours en cours en France et en Savoie et ailleurs dans le monde. La réponse est bien sûr non. Et j'ai repris ce livre, La peste en Savoie, qui raconte la prise en charge des épidémies de peste en Savoie au XVIe et au XVIIe siècle, et qui sont extrêmement instructives pour mettre en parallèle ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui était fait à l'époque. Ces épidémies de peste, elles étaient récurrentes. On a parlé de la peste noire, mais c'est revenu au XVIe, au XVIIe siècle. Et à l'époque, on ne connaissait pas le mode de transmission. On connaît maintenant le mode de transmission de la peste, qui est lié à une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis et qui est transmise par les puces de rat ou en interhumain dans les formes pulmonaires, et qui à l'époque n'était bien sûr pas du tout connue. Et si on compare, c'est donc pas le même type de transmission pour le Covid, où la transmission est interhumaine par gouttelette ou par contact par les mains. Donc, les responsables incriminés, c'est intéressant de voir à l'époque ce qui était écrit autour de la peste. On ne connaissait pas le mode de transmission, mais ce qui était évoqué, c'était les animaux errants, c'était les pauvres, les vagabonds, les étrangers qu'on ne voulait pas voir rentrer dans nos villes. C'était particulièrement vrai pour la peste noire, les Juifs, qui avaient été accusés de transmettre cette infection. Et puis, parfois, d'autres disaient, c'est un fléau envoyé par Dieu pour nous punir. Si on regarde un peu ce qu'on a dit à tort ou à raison autour de la Covid-19, eh ben, c'est les Chinois, c'est les pangolins, c'est les manipulations de laboratoire faites par certains, bon, tout ça étant bien sûr faux pour les manipulations de laboratoire, je le rappelle. Mais toujours, il faut trouver de toute façon un responsable dans ces épidémies. Est-ce que ça tuait ces épidémies de peste en Savoie? La réponse est clairement oui. On a là sur ce tableau des chiffres de mortalité d'un certain nombre de villages en Savoie, où dans certains villages, on arrivait à des taux de mortalité qui étaient de l'ordre de 50%. Là, vous avez la courbe de mortalité lors de l'épidémie de peste à Grésy-sur-Isère, où là, vous avez la mortalité habituelle, et là, vous voyez que d'un coup, le nombre de morts est extrêmement important, hein, 130 sur un village comme Grésy-sur-Isère en quelques semaines. Alors, quelles étaient les mesures à l'époque mises en route? C'est intéressant de les remettre en perspective par rapport à ce qu'on a fait récemment. Ce qui était fait en Savoie et à Chambéry, c'était sous un magistrat de santé qui coordonnait tout ça, c'était la mise en quarantaine des cas. Le problème était de faire le diagnostic. On n'avait pas la PCR comme on a pour la Covid-19 pour faire le diagnostic. Et du coup, tous les cas suspects et tous les contacts étaient mis en isolement, mais en isolement extrêmement strict, puisqu'ils étaient mis soit dans des cabanes en bois isolées ou gardées, ou mis dans un hôpital qui s'appelait à l'époque l'hôpital du Paradis, donc près de la gare à Chambéry, où les cabanes étaient positionnées vers le jardin du Vernet à l'époque. Donc ces cabanes
où ces hôpitaux, les gens devaient y rester au moins 40 jours et étaient totalement fermés, c'était gardé par des gens en armes, et du coup, les gens étaient totalement isolés, on leur apportait vaguement à manger, et donc il y avait une surmortalité liée à la maladie, mais également aux conditions du coup d'isolement des gens, où les gens étaient dans des conditions extrêmement isolées et avec des difficultés à se nourrir, comme vous pouvez vous en douter. Deuxièmement, donc ces quarantaines, elles étaient très strictes et elles n'étaient relâchées qu'au bout de 40 jours, hein, et y compris donc pour les contacts qui étaient dans les mêmes conditions. Les logements des gens qui étaient touchés par la peste devaient être absolument nettoyés. Et ces logements donc étaient pris en charge par des spécialistes qu'on appelait les cureurs et les parfumeurs, et ils s'enfermaient dans la maison pendant 10 jours pour détruire à l'époque ce qu'on pensait transmettre la maladie, c'est-à-dire les miasmes, l'air, la puanteur de l'air, et du coup on faisait des fumages, des parfumages pour essayer de faire sortir le mauvais air qui avait transmis la maladie. C'était d'une efficacité toute relative quand on connaît le mode de transmission de la peste, et ça n'avait pas un gros intérêt, mais voilà, c'était ce qui était fait. Alors, plus intéressant en parallèle, outre la quarantaine, si on se met en parallèle avec le Covid-19, étaient fermés tous les lieux de rencontre, puisqu'on s'était aperçu que quand même, c'était une maladie qui se transmettait plus quand les gens étaient les uns avec les autres, et donc étaient fermés tous les hostelleries, les débits de vin qui étaient les bars d'aujourd'hui, les foires, les lieux de réunion publique et les écoles. Donc c'est relativement proche. Vous voyez, déjà à l'époque, on faisait globalement la même chose. Et puis, on s'était quand même aperçu, sans connaître que le rôle des rats, il s'était dit probablement quand même ça, il y a plus de cas quand les lieux sont sales, et du coup il y avait un nettoyage des rues, des canaux, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'égout, et il s'était également aperçu que les boucheries jouaient peut-être un rôle, et donc ils avaient fermé les boucheries à l'époque. Et puis surtout, ils isolaient complètement les cités, donc une ville comme Chambéry était fermée, il y avait des gardes, interdiction d'entrer en ville sans un passeport de santé pour dire qu'on n'était pas pestiféré et qu'on pouvait donc rentrer éventuellement dans les villes. Et il y avait un couvre-feu le soir qui était relativement drastique, puisque ceux qui ne le respectaient pas risquaient la peine de mort. Donc on n'y allait pas, on y allait quand même franchement à l'époque. Si on regarde ce qu'on a fait nous, le confinement, on l'a fait, le couvre-feu, on l'a fait, et le dépistage des cas et des contacts avec leur isolement, on le fait également. Donc, on le fait de façon différente, sans doute plus appropriée, mais vous voyez que les idées à l'époque étaient déjà finalement relativement proches. Alors, qui soignait à l'époque ceux qui soignaient, il y avait des médecins, mais qui faisaient le diagnostic de loin en faisant déshabiller les gens en dehors de la maison, pour voir s'ils n'avaient pas sur le corps ce qu'on appelle des bubons, qui étaient ces abcès liés à la peste qu'on voit représentés sur ces dessins. Sur l'aspect, du coup, on disait cette personne possiblement est pestiférée, donc je vais la mettre en quarantaine. Mais le diagnostic pouvait se faire tout à fait par excès, et tous les gens qui avaient été contacts, du coup, étaient également mis en quarantaine. Et ceux qui soignaient étaient un peu les médecins, mais surtout les chirurgiens et les barbiers. Donc les chirurgiens se faisaient payer plus cher que les barbiers, et le principe était d'inciser les bubons qui étaient pleins de pus avec la bactérie de la peste à l'intérieur pour essayer d'améliorer. Et puis, on avait les apothicaires qui proposaient des recettes à base d'herbes qui, bien sûr, avaient aucun intérêt, et que je vous ai reproduit là avec des recettes à base de différentes herbes ou produits qui étaient censés améliorer les choses avec un succès tout relatif. Qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui? On a, nous, surtout la réanimation et les soins hospitaliers, on a l'isolement, on a l'oxygène qui n'existait pas à l'époque, on a les corticoïdes qui améliorent également les choses. Donc, côté traitement, c'est sûr qu'on est aujourd'hui plus efficace. Et puis, est-ce qu'il y avait un impact social également de ces épidémies? Bien sûr que oui. Donc, le raisonnement à l'époque, depuis toujours autour de la peste, c'était pars vite et reviens tard, c'est-à-dire il faut s'enfuir de la zone où il y a la peste,
aller se mettre dans un lieu isolé à la campagne pour essayer d'éviter d'être en contact et revenir le plus tard possible pour éviter d'être contaminé. Mais tout le monde ne pouvait pas partir et ceux qui restaient dans les villes fortement contaminées par la peste, bien sûr, étaient fortement impactés. Il y avait un impact sur l'économie, il y avait un impact sur la mortalité, une baisse de natalité, moins de mariages. Vous avez ici le cours du blé pendant les épidémies de peste. Donc ici, le blé n'est pas très cher et lors des épidémies de peste, le, le, le coût, bien sûr, du blé montait de façon importante puisque le blé était beaucoup moins cultivé, puisque un tiers je vous ai dit, de mortalité et des gens qui éventuellement fuyaient, donc une denrée beaucoup plus difficile à avoir. Si on regarde ce qu'on vit nous aujourd'hui, eh ben, on a la baisse du PIB qui est représentée ici de façon donc une baisse très significative, vous le savez, avec la première et la deuxième vague, le chômage qui a augmenté et un coût économique majeur pour faire face à ça. Donc en conclusion, les épidémies ont marqué notre histoire et cette épidémie actuelle de Covid-19 marquera, quoi qu'il arrive, notre siècle, puisque c'est vraiment une première d'en arriver là. Quand on regarde les stratégies de réaction, finalement, il y a un certain nombre de points communs, puisque le confinement a toujours existé lors des épidémies, la mise en quarantaine et les mesures de protection avec leur impact économique existaient déjà. Clairement derrière, quand on prend un peu de recul, toutes les sorties de crise ont pu avoir lieu soit avec l'extinction de l'épidémie, soit grâce au vaccin. Si on prend l'exemple du vaccin, ça a été la variole qui a permis d'éradiquer cette maladie qui avait un taux de mortalité extrêmement important. Donc, du coup, clairement, on sortira de cette crise un jour et toutes les épidémies ont fini par s'éteindre avec des dégâts derrière plus ou moins importants. L'objectif est bien sûr d'avoir l'impact le moins important possible. Et tout ça, on est quand même au 21e siècle avec quand même aujourd'hui des progrès de la médecine, des traitements, de la réanimation. J'ai parlé tout à l'heure du vaccin. Auparavant, pour mettre au point un vaccin, on comptait une vingtaine d'années. Quand on arrivait à en mettre au point un, ce qui n'a pas toujours été possible, si on prend des maladies comme le paludisme ou le sida, on n'a toujours pas mis au point les vaccins. Et donc aujourd'hui, clairement, on a une médecine beaucoup plus performante et des traitements ou des vaccins qui devraient arriver et qui devraient nous aider pour pouvoir passer le cap. En attendant, bien sûr, il faut continuer à respecter les mesures barrières. Et dernière chose, je pense qu'il faut aussi se garder, la vie va reprendre à un moment un petit peu comme avant et on oublie parfois trop vite les leçons du passé pour se dire c'est des choses qui peuvent revenir et puis les bonnes promesses où on s'est dit plus rien ne sera comme avant après cette épidémie de Covid. J'espère que plus rien ne sera comme avant et qu'un certain nombre de décisions seront prises. L'avenir nous le dira. Donc, du coup, voilà ce que je voulais dire. Je reste bien sûr prêt indirectement à répondre à vos questions et j'espère que l'année 2021 va être meilleure que notre année 2020. Merci.